France Culture défend, comme vous le savez, le livre et la lecture à travers ses fictions radiophoniques, ses émissions, en créant même cette année 2 émissions qui leur sont dédiées. L'entretien littéraire de Mathias Hénard tous les dimanches et Bienvenue au Club, un magazine entièrement consacré au partage de nos plaisirs et de vos expériences de lecture. Et un prix littéraire, lancé il y a 10 ans par France Culture et Télérama, avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et le Centre national du livre. Le prix du roman des étudiants récompense chaque année un roman écrit en langue française, élu par un jury strictement étudiant. Au sommaire de cette émission, Sébastien, de ce book club. Eh bien, on entendra des lecteurs et des lectrices nous parler des 4 autres livres de cette sélection, uniquement féminine, et puis une professeure qui intègre ces discussions littéraires de haute volée à ses cours à l'université, et puis le gagnant de l'an dernier, Mathieu Palin, qui nous racontera son année de lauréat. 5 livres en sélection cette année. Claire Baglin pour En salle, paru aux éditions de Minuit. Kauter Adimi pour Au vent mauvais, paru au Seuil. Diati Diallo avec 2 secondes d'air qui brûlent, au Seuil encore. Monica Sabolo, La vie clandestine chez Gallimard. Et Lucie Ricot avec GPS chez POL. 5 grands romans. Néanmoins, il fallait choisir. Ils ont été sélectionnés dans toute la France. Ils ont candidaté, ils ont lu, puis discuté entre eux avec leurs professeurs et avec les écrivains en sélection avant de délibérer et de voter. Avec nous aujourd'hui 3 d'entre eux, 3 jurés, 3 étudiants. Ils vont nous raconter l'expérience, voire l'aventure qu'ils ont vécue à travers ce prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Une aventure qu'on imagine à la fois intime et collective autour du livre. On va commencer par le jeune homme qui est avec nous, Ramsès Parent. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes étudiant à Lille en première année de lettres modernes en option enseignement secondaire. Clara Arconada, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes en master 2 de recherche en littérature comparée à l'université Paris-Cité. Et Salomé Maquet, étudiante en lettres à l'université Lyon 3 Jean Moulin en première année de licence. Bonjour Salomé. Bonjour. Bonjour et merci à tous les 3 d'être avec nous. 3 jurés et une lauréate. Chers jurés, qui pour succéder cette année à Mathieu Palin? Je vous laisse faire l'annonce. Alors, la gagnante de cette 10e édition du prix du roman des étudiants France Culture Télérama est Madame Kauter Adimi pour Au vent mauvais. Bonjour Kauter Adimi. Et bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous et très heureuse de ce choix du jury et ravie de vous revoir avec ce très beau roman qui était aussi l'un des coups de cœur de l'équipe du Book Club dans cette belle rentrée littéraire 2022, de l'équipe du Book Club et des lecteurs de notre club de lecture. Sébastien Thème, je me tourne tout de suite vers vous. Et c'est ce qu'on va entendre avec un mélange de nos 2 communautés de lecteurs et lectrices, donc du jury du prix du roman étudiant, et les nôtres de Bienvenue au Book Club, c'est Agathe et Clémence qui nous parlent de votre livre Kauter Adimi, Au vent mauvais, publié au Seuil. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était d'abord de retrouver l'écriture de Kauter Adimi. J'avais découvert Nos richesses, j'avais adoré cette écriture. Là, avec Au vent mauvais, c'était donc des retrouvailles et clairement, c'était génial et ça m'a beaucoup plu dans le livre. Après, à proprement parler sur l'histoire, j'ai trouvé ça intéressant d'abord de revenir sur cette période, notamment la guerre d'Algérie, dont on parle pas forcément beaucoup. Même si de plus en plus on voit de plus en plus d'ouvrages de ce côté-là. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé l'idée de parler du sens de la famille, du côté filiation et le fait que tout ne passe pas par les liens du sang, mais que parfois les liens qu'on crée en dehors de ça peuvent être tout aussi forts. Voilà, j'ai trouvé que c'était un roman qui abordait aussi cette partie-là et c'était super intéressant. J'ai été charmée par ce très beau roman, empreint de soleil, de terres arides et de personnages touchants. J'ai vraiment apprécié la plume de l'autrice qui est légère et poétique, alors qu'elle nous confronte à une réalité qui ne l'est pas toujours. C'est un très beau roman et un bel hommage que rend l'autrice à l'histoire romancée de ses grands-parents, et je ne peux que vous le conseiller. Kauter Adimi, vous voulez peut-être réagir à ces 2 impressions de lecture? C'est extrêmement touchant, évidemment, d'entendre des lecteurs, des lectrices en l'occurrence, parler du roman. Je suis très contente que ce roman ait trouvé un public et trouver. Et puis moi, c'est vraiment très personnel, mais de livre en livre, c'est toujours assez extraordinaire de se dire qu'on est suivi par des lecteurs qui viennent encore vous faire confiance à chaque livre. Et c'est un peu ce que disait là votre première lectrice, qui me suit depuis Nos richesses. Et ça, pour moi, en tout cas, je trouve que quand on est écrivain, c'est vraiment la plus belle récompense, quoi.
Voilà, ne pas décevoir ses lecteurs, c'est important. Permettre ces retrouvailles d'un livre à l'autre. Leïla et Tarek, qui sont au cœur de ce roman, au vent mauvais, qu'on va évoquer aussi pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, leur donner, on l'espère, l'envie de le lire. Des grands-parents qui ont été, malgré eux, les personnages d'un livre paru dans les années 70, premier roman de langue arabe qui a fait date dans le pays, en Algérie, une histoire dans l'histoire dont vous avez choisi de faire à votre tour un roman. Est-ce que vous diriez que ce roman-ci, c'est peut-être le plus personnel ? C'est le plus personnel, oui. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il arrive maintenant et qu'il ne serait pas arrivé au tout début de ma carrière d'écrivain. Alors, carrière n'est pas forcément le bon terme. En tout cas, c'est celui que je publie à un âge plus avancé. C'est le plus personnel d'abord par l'histoire, effectivement, parce qu'il y a des souvenirs liés à mes grands-parents, notamment à mon grand-père, mais aussi le plus personnel parce que la deuxième partie du roman revient sur les années 90. C'est une période sur laquelle je n'ai pas beaucoup écrit, sur laquelle j'ai eu beaucoup de mal à écrire, et parce que c'est la guerre civile et que c'est la guerre que moi j'ai vécue, et j'ai mis beaucoup de temps à commencer à en parler et à raconter. Et puis c'est le roman où j'apparais, entre guillemets, en tout cas les dernières pages, j'utilise le jeu, c'est une adresse au lecteur, c'est une adresse à mes grands-parents, c'est une adresse aussi à tous ceux qui ont vécu les années 90 en Algérie. Et en cela, oui, c'est un roman très personnel. Alors dans cette sélection, il y avait notamment 3 romans, celui de Claire Baglin qui racontait une expérience aussi, un vécu personnel, Diati Diallo ou encore Monica Sabolo avec une large page autobiographique dans ce dernier roman qu'elle a publié, La vie clandestine. Qu'est-ce qui vous a, Salomé, Clara, le plus touché dans ce roman de Kaouter Hadimi? On ne sait pas, il y a un secret des votes, on ne sait pas pour qui vous avez voté parmi cette sélection. Néanmoins, est-ce que celui de Kaouter Hadimi vous a particulièrement touché au cœur? Salomé. Moi, j'ai adoré ce roman. Et ce qui m'a particulièrement touchée, c'est la définition que vous donnez de la littérature. Donc, à travers la guerre, c'est celle qui nous sauve des embûches de la vie. Et dans cette définition aussi, le rôle de l'écrivain et surtout la question, jusqu'où peut-on aller au nom de l'art? Moi, c'est ce qui m'a vraiment plu dans votre livre. Oui, et notamment de savoir si on peut voler la vie des autres et qu'est-ce qu'on peut en faire. Où est la limite? Oui, puisque c'est inspiré de la vie donc, de ces 2 personnages réels dont vous avez changé les prénoms, Kaouter Hadimi, Leïla et Tarek, mais ils ont réellement existé. Ils ont déjà fait l'objet d'un roman dans les années 70. Et ce sont vos grands-parents, ces 2 figures très personnelles aussi qui, malgré eux, avaient fait l'objet à l'époque de ce roman qui avait beaucoup marché en Algérie dans les années 70. De votre côté, Clara? Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette question presque métalittéraire de l'écriture. Qu'est-ce que peut l'écriture? Ce pouvoir de transformer le réel en fiction, parfois à un prix presque d'une vie, dans le cas de Leïla et Tarek. Ce personnage de Leïla qui est enfermée dans un personnage malgré elle, qui devient fiction dans la réalité. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu, et c'est ce côté très mystérieux de l'écriture. Leïla qui apprend à lire mais sans trop le dire. Tarek qui a grandi dans le silence, qui a du mal à s'exprimer, mais qui à la fois essaye d'écrire, mais quand il veut donner des nouvelles, quand il est encore en France, qui n'arrive pas à dire. Voilà, cette question de l'écriture, moi, ça m'a beaucoup plu. Et vous, Ramsès, vous aimez bien qu'un livre parle à votre tête. Si je lis, avez-vous dit, c'est pour apprendre, comprendre quelque chose. Qu'est-ce que vous avez compris dans ce roman de Kaouter Hadimi? C'est justement ça, parce que moi, quand je lis, je veux que l'écrivaine me bouscule, me vienne me percuter et me dise il y a des choses que tu ne connais pas. Et c'est justement là le fait de bousculer le lecteur, de prendre sur son ego, qui va nous pousser à aller chercher plus loin. Comme elle parle de la bataille d'Alger, que je n'avais pas regardé. C'est justement en mentionnant ça, en faisant mine de dire c'est le plus grand film qu'on ait connu. Ça me permet d'aller voir, de comprendre. Et aussi dans le passage, on voit Tarek, une représentation de Tarek, ça j'ai vraiment adoré, c'est le fait de bousculer le lecteur, aller chercher de par ses moyens.
Tarek, c'est le grand-père qui sera technicien sur le tournage de ce film, Kaouter Adimi. Vous avez appris les choses à Ramsès, c'est ce qu'il nous dit. Vous avez aussi permis à Clara et à Salomé d'être dans une réflexion méta sur la littérature. Il y a tout ça et c'est étonnant. Est-ce que vous écrivez aussi pour parler à cette génération-là, pour communiquer avec elle des sentiments, des ressentis? Vous avez 35-36 ans. C'est pas si loin ce temps où vous en aviez 20-25, où vous étiez d'abord une grande lectrice avant d'être écrivaine. Est-ce que vous êtes dans ce partage aussi? Alors, je suis plus proche des 36-37 désormais, et ça me semble assez loin les années de fac. Mais je trouve que ce genre de prix permet quand même de rajeunir son lectorat. C'est assez extraordinaire de se retrouver comme ça face à un amphi. Et un amphi d'étudiants, moi, je les ai trouvés extraordinaires. Ils avaient lu. Ils avaient vraiment très bien lu. Tous les livres étaient cornés, remplis de post-it, etc. Mais est-ce que vous avez écrit en pensant à eux? Moi, j'essaye d'écrire en pensant à tout le monde et en pensant à personne. Parce que si je pense à trop de gens, je ne vais pas être libre d'écrire comme je veux. Si je ne pense à personne, je ne suis pas sûre d'être très claire dans mon écriture et dans ce que j'ai envie de raconter. Je pense que j'ai un espèce de lecteur cible qui serait un homme, une femme et un genre non défini, qui serait jeune et vieux, qui serait français, algérien et issu de plein d'autres pays. Et si j'arrive à parler, ou en tout cas si j'arrive à susciter une envie de lecture de tout le monde, je suis très contente. Et ce qui est assez formidable dans la littérature, c'est qu'on a des passeurs qui sont les traducteurs. Et quand je pense au fait que j'ai des lecteurs en Chine ou que j'ai des lecteurs au Brésil, je trouve que justement la littérature n'a pas d'identité, de nationalité ou d'âge. Maintenant, avoir des lecteurs aussi jeunes, c'est-à-dire vraiment des étudiants de licence et parfois des lycéens, moi c'est toujours quelque chose qui m'émeut énormément parce que j'ai l'impression quand même que je parle parfois de sujets qui ne sont ni très drôles, ni forcément d'une grande actualité, ne serait-ce qu'historique, parce qu'effectivement le roman se passe quand même au siècle dernier. Mais je suis ravie de me tromper, de me dire que ce roman peut parler à des jeunes et qu'il a parlé, en l'occurrence, apparemment, à beaucoup de jeunes étudiants. Il y avait 5 romans, Sébastien Thème, en lice cette année, 5 romancières aussi, cachées derrière leurs livres. Absolument, qui ont bousculé, comme le disait Ramsès tout à l'heure. Là, vous aviez de quoi. Elles étaient 5, en effet. Le thriller de Lucie Ricot, sur fond de partage de localisation, émeute abrasive et politique avec Diati Diallo, lutte idéologique et brigade rouge avec Monica Sabolo et expérience professionnelle vide et aliénante dans un fast-food pour Claire Baglin. On écoute 4 lecteurs, Anaïs, Cécile, Annabelle et Alexandre, nous parlaient justement de ces 4 autres romans. Le roman de Lucie Ricot a été pour moi une véritable surprise dans cette rentrée littéraire. D'abord par la forme, le fait que ça soit un roman écrit à la deuxième personne, mais aussi par la thématique qu'il aborde, les applis de localisation et de navigation, le fait que Lucie Ricot donne presque un personnage aux applis de localisation et notamment à ce point rouge fait que le numérique devient presque angoissant. On a l'impression de lire un thriller et un thriller angoissant très bien mené. J'ai beaucoup aimé 2 secondes d'air qui brûle de Diati Diallo pour plusieurs raisons. La principale, c'est la qualité de la langue de la primo-romancière qui est extrêmement poétique et qui est une sorte de patchwork en fait entre du verlan, des vers de chansons rappées, de descriptions très poétiques, et tout cela forme une sorte de mélopée magnétique et vraiment envoûtante, et cela sert le propos de l'autrice qui est assez manichéen mais qui est très assumé contre les violences policières. En salle de Claire Baglin, on a l'impression d'être avec la narratrice dans son quotidien d'équipière fast-food. L'écriture de Claire Baglin, c'est une écriture blanche sans effet superflu, comme à distance, mais à la bonne distance. C'est parfait pour les moments où le rythme s'accélère, quand les actions s'enchaînent, mais c'est aussi d'une grande puissance pour restituer tous les petits détails révélateurs dans les relations humaines, avec les collègues et aussi dans les souvenirs d'enfance de la narratrice, dans les scènes familiales, notamment avec son père, qu'elle sait rendre extrêmement crédible. La vie clandestine, c'est un récit sublime à fleur de peau, dans lequel Monica Sabolo tisse des liens entre son enquête sur des jeunes femmes d'Action Directe qui ont assassiné un haut dirigeant de Renault dans les années 80, et une plongée dans les autodromes de son enfance qui va s'imposer à elle au fil de l'écriture et qui est marquée par un traumatisme enfoui sous les non-dits.
C'est pour moi l'un des plus beaux romans de la rentrée littéraire et le plus abouti de Monica Sabolo. Ramsès, Clara, Salomé, est-ce que dans ces 5 livres, vous avez perçu des thématiques, des sujets communs qui revenaient de livre en livre? Est-ce qu'elles sont liées, ces 5 autrices? Clara, peut-être? Oui, alors moi j'ai remarqué peut-être, alors pas forcément commun aux 5, mais en tout cas à 3, le thème du deuil dans GPS. Ariane qui apprend en fait la mort de Sandrine, sa meilleure amie. Évidemment, Deux secondes d'air qui brûle, le deuil très difficile de Samy, ce jeune garçon tué par un policier. Voilà, c'est un thème qui m'a semblé très central sur la difficulté de passer au-delà de ça. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, que j'ai trouvé très intéressant, et surtout pour Deux secondes d'air qui brûle, ça m'a semblé être un point très central du roman. Je trouve qu'on a souvent résumé Deux secondes d'air qui brûle au cas de violence policière, à quelque chose de très politique, alors qu'en fait, il y a aussi toute cette question de l'après, du deuil, qui est extrêmement importante, je trouve. Ramsès? Moi, c'est plutôt la recherche de soi, de son existence même. C'est dans quasiment les 5 romans, j'ai l'impression que chaque autrice cherche à définir ce qu'elle est. C'est dans La vie clandestine, on le voit très bien. Où est-ce qu'on est? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui nous pousse à aller vers l'avant? En salle également, c'est le travail. Est-ce que ce travail me plaît-il? Est-ce que je vais vraiment faire ça toute ma vie? Il y a cette idée de robotisation de l'humain. Pour le Claire Baglin. Également. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est un peu des livres philosophiques, sociologiques, et ça m'a beaucoup plu. Salomé, vous êtes d'accord? Oui, je suis entièrement d'accord. Je trouve que ce qui lie tous ces romans, c'est l'aspect social. Tous peignent une fresque sociale et tous l'abordent avec beaucoup d'empathie, sans jugement. Ce sont tous des milieux très différents. Donc on en apprend beaucoup sur le monde et même sur la France. C'était des bons romans quand même qui étaient en sélection. Ça a été très difficile de les départager. Très difficile. Très difficile. Vraiment très difficile. Mais il y a eu des belles discussions tout autour de cette sélection pour vous? Oui, notamment entre Au vent mauvais de Kawther Adimi et La vie clandestine de Monica Sabolo. Qui pour moi est un des grands romans de la rentrée littéraire. Alors là, c'est Kawther Adimi qui parle, oui, parce qu'on avait des avis de lecteurs de notre club de lecture déposés via le hashtag Book Club Culture, mais vous aussi, tout en étant candidate et maintenant lauréate de ce prix, vous les avez lus, les autres? Oui, alors je les ai pas tous lus, mais j'ai lu GPS, Deux secondes d'air qui brûle et La vie clandestine. Donc il m'en manque un, mais en salle, je le lirai. Il est dans ma pile de livres à lire. Mais après, c'est ça aussi qui était chouette dans la tournée. On ne s'est pas croisés, c'est vraiment des tournées individuelles. C'est que moi, je savais que j'étais aux côtés de 4 autres écrivaines importantes. Et alors, moi, quand j'ai appris vraiment que j'étais lauréate, mais je n'en revenais pas, parce que je me suis dit, en fait, n'importe quelle autre écrivaine pouvait tout à fait plaire, ou leur livre pouvait tout à fait résonner auprès de jeunes publics. Et le livre, par exemple, de Diati Diallo, qui est vraiment, pour moi, une révélation extraordinaire. C'est un premier roman et c'est un coup de poing. Ce premier roman, il m'a énormément... Ramsès, tu disais, moi j'aime qu'on me bouscule. Moi, le livre de Diati m'a bousculé sur en plus un sujet qui est malheureusement d'actualité, mais qui est d'actualité depuis un demi-siècle en France. Avec une langue, avec un style. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cette jeune écrivaine. Et après, le livre de Monica, c'est vraiment mon grand coup de cœur, moi, de cette rentrée littéraire. C'est un livre que je n'ai pas pu lâcher, que j'ai commencé un matin et que j'ai fini le soir. J'ai passé la journée dedans. Je trouve que c'est un roman d'une sensibilité tellement belle. C'est un roman inattendu. Quand on lit tous les livres de Monica Sabolo, La vie clandestine, d'un coup, vient vous frapper par sa capacité à se réinventer, à nous raconter différemment un sujet qui, quand même,
ô combien il est lourd, qui est le sujet de l'inceste, mais pas que, c'est aussi une question d'identité, de qui nous sommes. Ce que disait Ramsès, je le trouve, est très vrai sur ce livre de Monica. Il est très beau, il est raconté parfois avec humour et avec beaucoup de gravité, mais une gravité qui n'est jamais lourde. Et oui, ça a été mon grand coup de cœur et je trouve que la sélection était très 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 belle. Mais Salomé, en tout cas, ce livre de Monica Sabolo n'a pas remporté le prix des étudiants, le prix du roman des étudiants France Culture Télérama. C'est bien celui de Kawther Adimi qui l'a emporté. Sur quoi portez vos divergences principalement, notamment entre ces deux livres? L'alternance de Monica Sabolo était très intéressante. Ça m'a fait penser à Pérec, dans W, au souvenir d'enfance. J'ai peut-être moins été embarquée par l'histoire de l'enquête de Monica Sabolo, alors que Au vent mauvais, c'est ce que vous avez dit, j'ai pas pu le lâcher. J'ai lu d'une traite. Donc de là, ça a été clair, mais ce sont deux plumes différentes, simples, mais qui n'abandonnent pas l'élégance. Et c'est ce qui m'a fait hésiter. Je vais me tourner vers Sébastien parce qu'on l'a évoqué sur le fonctionnement de ce prix des étudiants France Culture Télérama. Il y a vous, les jurés, les étudiants qui discutaient, qui délibéraient, mais il y a aussi les écrivains qui viennent à votre rencontre et les professeurs, vos professeurs qui encadrent en partie ces moments. Tout à fait, des rencontres qui se tiennent donc dans le cadre d'universités partout en France. Par exemple, j'ai assisté Kawther Adimi à une rencontre avec vous et des étudiants à la Sorbonne Nouvelle il y a quelques semaines. Là, on va entendre Sandrine Rabosso, votre professeur, Salomé, professeur de lettres à l'université de Lyon. Elle nous explique comment elle intègre à ses cours et à son enseignement ses rencontres avec ses autrices et ses auteurs, des autrices cette année. J'intègre ces rencontres entre les écrivains et les étudiants au sein même du café littéraire que j'anime à la mi-octobre. À cette occasion, certains étudiants proposent des extraits, des questions qu'ils souhaitent mettre en avant lors de ces rencontres littéraires qui se déroulent traditionnellement à l'université Jean Moulin à la fin du mois de novembre. Ces rencontres littéraires qui sont organisées avec le service des affaires culturelles sont des moments privilégiés pour les étudiants puisqu'ils peuvent poser leurs questions, lire devant les auteurs les passages qu'ils ont particulièrement aimés. Et bien sûr, le moment de la dédicace est un moment extrêmement intime avec l'écrivain qui les rapproche de la littérature au plus près. Kawther Adimi, parlez-nous de ce moment intime entre vous et les étudiants qu'évoque Sandrine Rabosso. Oui, alors déjà, merci aux professeurs. Énorme merci, qui ont permis aussi de faire les passeurs de ces discussions. Complètement, qui ont vraiment beaucoup travaillé avec leurs étudiants et les rencontres étaient toujours mais d'une qualité assez incroyable et l'organisation était irréprochable. Moi, j'ai vraiment passé une semaine de rencontres fabuleuses avec des rencontres de qualité, des questions très pointues, des mises en contexte importantes, que ce soit dans la littérature en général, mais aussi dans mon œuvre. Et ça, c'était très enrichissant. Et vous étiez comme ça, étudiante ? Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Non, mais j'allais dire ça. J'allais dire, moi, quand j'étais étudiante, pour moi, un écrivain, c'était un homme, forcément, et puis c'était un homme mort. Alors, je trouve ça formidable qu'on ouvre les portes de l'université, qu'on fasse venir des femmes écrivaines, qu'on montre aux étudiants qu'il y a des écrivains et écrivaines qui ne sont pas morts, qui sont parfois un peu jeunes, qui sont des femmes aussi. Et je voulais vraiment saluer ça, parce que quand j'étais étudiante, moi, je n'ai jamais vu un seul écrivain de ma vie vivant. Et je n'étudiais, en plus, je disais tout à l'heure, on discutait en attendant l'émission avec Clara et Salomé, et je leur disais, mais en plus, en y réfléchissant dans mon programme universitaire, en tout cas de licence, je n'étudiais que des hommes. Tous les écrivains étaient des hommes, 100% d'hommes, quel que soit le siècle. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point les programmes étaient vraiment axés sur les hommes, comme si les femmes n'existaient pas en littérature. Et d'ailleurs, ce n'était pas un sujet que les femmes en littérature. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est à quel point les universités, en tout cas celles avec lesquelles j'ai pu travailler sur ces rencontres-là, avaient à cœur et avaient le souhait que leurs étudiants puissent au contraire se rencontrer des écrivains vivants, puissent
aussi développer un esprit critique. Tous les étudiants étaient vraiment encouragés à poser leurs questions, quelles qu'elles soient. Et vraiment, merci du fond du cœur aux universités, aux services pédagogiques ou culturels et aux professeurs. Oui, c'est intéressant parce que vous êtes tous les trois étudiants en lettres ou en littérature moderne ou classique. Et voilà, vous êtes aussi en train de découvrir peut-être qu'il y a des écrivaines déjà femmes et des auteurs vivants aujourd'hui. Ça a été pour vous dans la préparation avec vos professeurs aussi de travailler sur cette matière vivante, un roman, des romans qui viennent juste d'être édités. Ça a été formateur. Clara ? Oui, absolument. C'était assez nouveau, effectivement. On n'a pas souvent l'occasion de parler avec des auteurs, finalement. On travaille sur des auteurs, mais souvent morts, effectivement. Et là, en fait, de passer de l'autre côté du livre, souvent, nous, on étudie le texte, il est achevé, il est comme un objet fini, et pouvoir questionner l'avant, le processus d'écriture, ce qui se cache derrière le livre, c'est hyper intéressant en tant qu'étudiant en lettres, en fait. Absolument. Ouais, c'est avoir accès à la cuisine, quoi. Exactement, exactement. Ramsès, pareil. Est-ce que vous vous souvenez un peu des questions que vous avez posées aux écrivains, aux écrivaines ? Moi, je me souviens bien de Ramsès. Qu'est-ce qu'il vous a demandé ? Je ne sais plus la question. Je parlais de la féminité, de la touche féminine dans tous les livres. Est-ce qu'il y a une littérature féminine ? C'est ça, c'était ça ta question. C'est ça. Ouais, c'est ça, je me souviens. Et j'ai bien aimé, justement, comme elle a dit, de passer de l'autre côté, de voir, parce que nous on étudie, tiens, l'auteur il a fait une figure de style ici, il pensait à ça, c'est peut-être pas vrai. C'est ça. Et justement le fait de poser les questions à une personne vivante, c'est très intéressant, et de comprendre la manière dont on écrit, la recherche pour parvenir à l'écriture. Et alors on aimerait bien quand même avoir juste la réponse. Est-ce qu'il existe une littérature féminine ? Vous avez retenu quoi ? Je pense que la littérarité se vaut pour tout le monde. Même si on écrit, même si on est une femme, on peut écrire notamment des sujets d'hommes, peu importe. Il y a tout type de littérature. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça, mais moi en tout cas ça m'a beaucoup touché. Ouais. Vous vous souvenez de votre réponse, vous, Kauter Adimi ? Moi, j'ai une réponse. Je pense que c'est assez difficile de catégoriser une littérature féminine, une littérature masculine, mais je crois que je t'avais dit, Ramsès, que j'avais donné cet exemple d'une chercheuse qui avait cette théorie-là, qui avait une littérature féminine et une littérature masculine au Canada, et qui avait axé toute sa recherche doctorale sur le cas de Yasmina Khadra, qui était donc une femme pour elle, puisqu'on pensait que c'était une femme. Et puis on a découvert que c'était un homme, et donc ça mettait à mal sa théorie. Mais il n'empêche, je pense tout de même que oui, les femmes peuvent écrire ce qu'elles veulent, et les hommes peuvent écrire ce qu'ils veulent. Mais j'ai parfois l'impression que c'est pas toujours réussi quand les hommes écrivent sur les femmes. C'est un avis très personnel, mais sur la question du corps. On a encore quelques siècles pour voir l'inverse. La sensibilité, mais j'ai pas toujours la raison, j'ai toujours un grand succès. Il y en a, mais en tout cas, non, moi je crois qu'on... Après, il y a aussi autre chose, c'est que moi, les écrivains m'ont jamais beaucoup intéressée, c'est-à-dire la communauté d'écrivains, ou le fait d'avoir des écrivains. Et d'ailleurs, je retenais, plus jeune, je retenais même pas les noms des écrivains que je lisais. Moi, passer la couverture, tout ce qui m'intéressait, c'était le texte. Et l'écrivain ou la maison d'édition, ou tout ce qui entourait le livre ne m'intéressait pas du tout. Et je ne suis pas du tout une fétichiste, d'ailleurs, du livre en tant qu'objet. Et vraiment, je ne retiens pas les noms d'écrivains, mais à tel point que j'ai rencontré complètement par hasard, il y a une dizaine d'années, Milan Kundera. Je ne savais pas du tout qui il était. On a eu une espèce de conversation complètement extraordinaire et incroyable. Mais il m'a dit, je suis écrivain. Je lui ai dit, moi aussi. et puis on a eu une conversation lunaire. Mais vraiment, parce que, en fait, les écrivains en tant qu'individus ne m'intéressent pas. En revanche, ce qu'ils écrivent, ce qu'ils produisent, les textes, ça, c'est toute ma vie. Eh bien justement, ils ont candidaté, ils ont lu, ils ont discuté entre eux, avec leurs professeurs et avec vous, les écrivains, en sélection, les écrivaines, avant de délibérer et voter avec nous 3 étudiants, 3 jurés du prix du roman des étudiants France Culture Télérama, Ramsès Parent, Clara Arconada et Salomé Maquet sont avec nous. Et avec vous, la lauréate de ce prix 2022, Kauter Adimi et Sébastien Thème. On est ensemble jusqu'à 13h30.
Sébastien, vous avez retrouvé le lauréat de l'an passé. Ouais, je pourrais vous demander quels étaient les 10, parce que c'est la 10e année, mais juste le dernier, c'est bien déjà. Ouais, c'est bien. C'est un homme. Il en prend toute sa part d'ailleurs. Il s'appelle Mathieu Palin. L'auteur de Ne t'arrête pas de courir, publié chez l'Iconoclaste l'an passé. D'ailleurs, il revient dans quelques semaines. Et on le disait d'ailleurs, avec un nouveau texte, une enquête titrée Nos pères, nos frères, nos amis, dans la tête des hommes violents aux éditions Les Arènes. Voilà, ça c'est bien. C'est dit, on écoute Mathieu Palin nous raconter son année de lauréat du prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Il a un mot pour nous, il a un mot pour vous, il a un mot pour les étudiants. Écoutez. Je souhaite autant de plaisir et de rencontres à la nouvelle lauréate. Je lui souhaite de profiter à fond de ce qui va venir avec ce prix. Et, disons de poursuivre la promesse qui est faite avant le vote, qui est de venir à la rencontre des lecteurs et de leur montrer qu'un écrivain, c'est pas forcément quelqu'un qui est mort au XVIe siècle et que on n'a pas non plus ni la science infuse, ni une inspiration comme ça qui nous tombe sur la tête de manière divine, et qu'eux aussi en sont capables et peuvent tout à fait raconter une histoire, que ce soit dans un livre ou ailleurs. Donc c'est un message qui est, je pense, assez important pour décomplexer un peu l'accès à la grande littérature. Ramsès, Clara, Salomé, est-ce que vous avez été impressionné? Est-ce que vous avez eu peur de rencontrer ces auteurs, de lire leurs livres, de leur parler de leurs livres? Pas spécialement, moi j'étais au contraire ravie et assez excitée de ça, parce que encore une fois, quand on analyse beaucoup d'auteurs morts, on ne rêve qu'une chose, en tout cas c'était mon cas, c'était qu'il y ait un Victor Hugo ou un Charles Baudelaire qui entrent dans la pièce et qui disent « bah non en fait ». Vous m'avez lu. Voilà. Vous n'avez pas peur des fantômes, donc ça c'est... Non. Et du coup j'ai été ravie de pouvoir discuter avec cet auteur qui est entré dans la salle de cours et qui nous a dit « en fait moi j'ai écrit ça parce que ça ». Parce que en plus, on a eu beaucoup de discussions aussi sur est-ce que je voulais dire ça quand j'ai écrit ça, etc. Mais après, moi, je pense que vraiment sur ce sujet, et c'est un peu ce que je crois, on a eu cette discussion dans à peu près toutes les universités, qui était votre lecture est toujours bonne, et l'écrivain n'a pas à venir vous dire non, mais je voulais pas dire ça, ou vous avez mal lu. Le livre appartient au lecteur, et je pense qu'on n'a jamais besoin des écrivains pour comprendre leur livre ou pour avoir une lecture du livre. Et c'est ça qui est formidable dans la littérature, c'est que aucun écrivain ne viendra vous dire normalement non, ce n'est pas ça, ou c'est faux, ou tu as mal lu, ou tu comprends mal, ou ta façon de comprendre n'est pas la bonne. C'est peut-être pas la sienne, mais c'est la tienne, et elle vaut tout autant, quoi. Vous avez entendu ce que vous dit Mathieu Palin, c'est presque une année de Miss France qui vous attend maintenant. Les rencontres vont continuer, les discussions autour de ce roman avec ce beau bandeau, prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Ce très beau bandeau, non mais je prends et je suis ravie. Et puis dans la liste des 10 derniers, parce que moi j'en connais quand même pas mal, et je suis très très fière de leur succéder, à Lola Lafont, par exemple, qui avait, je crois, été lauréate pour Chaviré. Et Lola Lafont, c'est une des écrivaines que je respecte, que j'admire et que j'aime le plus. Donc non, vraiment, je suis très fière et prête à mon année. Ça va continuer dans la vie de Kawther Adimi, ça va continuer dans votre vie, à tous les trois aussi, et à tous les étudiants jurés de ce prix, puisque les romans, c'est ce que nous dit Kawther Adimi, vont continuer à vous traverser, à vous travailler. C'est le cas, et c'est peut-être la singularité de la lecture, c'est que ça continue derrière, après, à nous raconter des histoires, où on en fait ses propres histoires. Vous auriez envie, les uns les autres, d'écrire un jour, d'écrire vos propres histoires? Pourquoi pas, oui. Et c'est vrai que cette expérience du prix du roman des étudiants, ça a peut-être ravivé encore plus cette envie, en voyant toutes les ficelles, tout le processus de création qu'il y a derrière, qui est hyper foisonnant, qui donne envie de créer aussi. En tout cas, bienvenue au Book Club à tous les trois, et à vous aussi, Kawther Adimi. On attend maintenant vos retours de vos prochaines lectures, de vos expériences de lecture sur le hashtag Book Club Culture. Bienvenue à tous et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Kawther Adimi. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous raconter cette expérience que vous avez vécue. Tout de suite, c'est l'heure des quadrithèmes de Charles Dantzig. Et le quadrithème de la semaine, vous l'avez peut-être déjà entendu depuis lundi, est consacré au suicide en littérature aujourd'hui avec Mishima. On connaît le suicide tapageur, démodé et kitsch de Mishima.
L'extrême droite est kitsch. Et comme on sait, Mishima était fasciste. Le 25 novembre 1970, à l'école militaire du quartier général du ministère de la Défense, il prend en otage le général commandant les forces armées du Japon, puis, d'un balcon, lance un appel à la restauration du Japon impérial devant des caméras qu'il avait pris soin de convoquer. Ayant été, à sa surprise, accueilli par les huées et les rires des soldats, stupéfait par tant de vulgarité face à son esthétisme, il s'est retiré et s'est tué par seppuku. Si je parle d'esthétisme, c'est que son fascisme en était un. Il s'est tué dans un costume paramilitaire que lui avait confectionné Cardin. Quel snob! Mais enfin, la vie ne se laisse pas faire. L'élégance ne la convainc pas. La fin de Mishima a été bouffonne, dramatiquement bouffonne. Il s'ouvre le ventre. Il tente d'écrire le mot sabre avec son sang. Son ami Morita s'y reprend à 2 fois pour le décapiter, en vain. Un autre achève le travail. Mishima a dû mourir dans une grande déception, lui qui avait esthétisé le seppuku dans son film « Rite d'amour et de mort », un film répugnant pour cela même, adapté de sa non moins répugnante nouvelle « Patriotisme ». Le fascisme s'était insinué dans le corps de Mishima. Il est frappant que, quand il raconte sa découverte de la masturbation à l'âge de 12 ans dans Confession d'un masque, il achève ce passage où il appelle son pénis le jouet par la phrase « Le jouet levait la tête vers la mort ». La mort, la mort, la mort. Le malheureux a été toute sa vie mené par un masochisme qui lui avait été inculqué enfant par un père féroce et une grand-mère hystérique. Dans un entretien à la télévision française en 1966, il avait dit « Je voudrais mourir d'une mort tranquille ». Il me semble que c'est la politesse d'un mort à l'égard de ceux qui lui survivent. Il n'a pas tenu ce vœu de politesse, mais ce n'est pas un reproche qu'on puisse lui faire. On est trop poli envers la mort. J'observe moi-même la plus grande réserve en sa présence, mais je me demande si ce minimum d'hommage que je lui rends par ma sévérité ne lui rend pas service. Les pleureuses, corses ou arabes convoquées auprès des cadavres sont peut-être plus raisonnables. Elles aiment la vie. Mishima aimait la mort. Il la voulait pour obtenir enfin cette jouissance suprême, puisque dès sa découverte de la sexualité, il avait associé les deux. Le fluide de la vie était pour lui un fleuve vers la mort. La mort est le seul concept érotique, a-t-il écrit. C'est ainsi qu'un homme extrêmement intelligent peut être détruit par une sensibilité malade. Merci beaucoup Charles Danziga-Doma pour le dernier volet de votre quadritème de la semaine. Un grand merci à toute l'équipe de Bienvenue au Book Club. Merci à Aurélien Delacroix qui a programmé cette émission et à Didier Pinault et à Anouk Delfino qui nous ont aidés à la préparer, à Alexandre Alaïbegovic et Zora Vignier. Et puis un merci tout particulier aujourd'hui aux équipes de la communication de France Culture qui ont aussi géré, construit, bâti, entretenu avec toute leur motivation ce prix des étudiants, ce prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Adrien Landivier, Leïla Hervieux avec Carole de Courson. Merci beaucoup à eux pour cette organisation parfaite. Demain dans le Book Club, SébastienTel. Demain, un Book Club entre la Russie et l'Ukraine, entre la guerre et la paix, avec les 2 écrivains Giuliano da Empoli et Emmanuel Ruben. Merci beaucoup, à demain et encore merci à tous.